Bonjour et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 1er février 2026, épisode 566 en direct de l'Indre. Et au sommaire, nous avons plusieurs avis de sécurité publiés par le CERT-FR qui font état de vulnérabilités affectant les composants critiques largement déployés en entreprise, notamment Splunk Enterprise, Node.js et QNAP QTS, avec des impacts allant du problème de sécurité non spécifié au contournement de la politique de sécurité. Dans le même temps, Google Threat Analysis Group, le fameux TAG, révèle le démantèlement de vastes opérations d'influence coordonnées menées au 4e trimestre de 2025, impliquant des milliers de channels YouTube, des domaines d'actualité et des comptes publicitaires liés à des acteurs étatiques ou affiliés, en particulier russes, chinois et indonésiens. Sur le volet de la cybercriminalité, Mandiant documente une campagne de data test menée par le groupe d'extorsion Shiny Hunter, reposant sur des attaques de voice phishing ciblées, l'abus du SSO et le contournement des mécanismes MFA pour accéder à des environnements SaaS et exfiltrer des données cloud à grande échelle. Enfin, une campagne de cyberespionnage attribuée à un acteur iranien suivi sous le nom de Red Kitten cible des ONG et des militants des droits humains à l'aide de documents Excel piégés, d'un plan modulaire ou d'un command and control s'appuyant sur GitHub, Google Drive et Telegram, avec des indices d'usage de larges langages modèles de LLM, dont la génération des outils malveillants. Alors le CERT-FR a publié un certain nombre d'avis de vulnérabilité, et une vulnérabilité a été identifiée dans Splunk Enterprise, référencée sous l'avis 2026 AVI 102. C'est une faille qui est associée au bulletin de sécurité de Splunk, le SVD 2026-101, publié la veille par l'éditeur. La vulnérabilité, enregistrée sous la CVE 2025 14847, affecte plusieurs branches majeures de Splunk Enterprise. Sont concernées les versions antérieures à la 10.03, les versions antérieures à la 9.4.8, les versions antérieures à la 9.3.9, ainsi que les versions antérieures à la 9.2.12. L'éditeur ne précise pas la nature exacte du problème de sécurité, le risque associé n'est pas spécifié et aucun détail public n'est fourni concernant le vecteur d'attaque, l'impact potentiel ou les conditions d'exploitation. Il est uniquement indiqué qu'un attaquant pourrait provoquer un problème de sécurité non spécifié. D'après les informations disponibles, Splunk a publié des correctifs pour les branches concernées. Le CERT-FR renvoie explicitement vers la documentation officielle de l'éditeur pour obtenir des mises à jour de sécurité correspondantes. Et le bulletin de sécurité de Splunk ainsi que la fiche CVE associée constituent à ce stade les seules sources publiques décrivant cette vulnérabilité. Point important, aucune exploitation active ni preuve de compromission n'est mentionnée dans l'avis au moment de sa publication, le 30 janvier 2026. Dans le second avis du CERT-FR, de multiples vulnérabilités ont été identifiées dans Node.js, sous la référence CERT-FR 2026 AVI 103. Ces failles sont liées au bulletin de sécurité Node.js intitulé OpenSSL Fix in Regular Release janvier 2026, qui a été publié le 28 janvier. Donc c'est tout frais, mais ça va être exploité. Les vulnérabilités vont concerner plusieurs branches de Node.js, intégrant des versions spécifiques d'OpenSSL, sont affectées les versions Node.js version 20, utilisant OpenSSL 3.0.15, ainsi que les versions 22, 24 et 25, intégrant OpenSSL 3.5.4. Il y a 3 CVE qui sont associés à ces vulnérabilités. La CVE 2025 11187, la CVE 2025 69421 et la CVE 2026 22795. L'éditeur ne fournit pas de détails techniques publics sur la nature exacte des failles, ni sur leur impact potentiel. Le risque n'est pas spécifié et les conditions d'exploitation ne sont pas documentées à ce stade. D'après les informations communiquées par l'équipe de Node.js, la surface d'attaque permettrait d'exploiter ces vulnérabilités considérées comme faibles. Les correctifs liés à OpenSSL ne feront pas l'objet de versions de sécurité hors cycle, mais seront intégrés dans les mises à jour régulières de Node.js à une date ultérieure. Le CERT-FR a bien mentionné aucune exploitation active ni incident de sécurité lié à ces vulnérabilités n'est mentionné dans l'avis au moment de la publication. Sachant que les attaquants font quand même de la veille, je ne serais pas surpris de voir quand même quelques exploitabilités là-dessus. Continuons sur les avis du CERT-FR publiés le 30. Une vulnérabilité a été identifiée sous le système d'exploitation QNAP QTS sous la référence CERT-FR 2026 AVI 104. C'est une faille qui est documentée dans le bulletin de sécurité de QNAP, le QSA 2556, qui a été publié jeudi 29 par l'éditeur.
Cette vulnérabilité est associée donc à cette fameuse CVE 2025-66-276. Elle va affecter les versions de QNAP QTS comprises entre la branche 4.3 et la version antérieure à la 5.2. Le périmètre exact des versions impactées n'est pas détaillé plus finement dans l'avis. Le risque identifié est un contournement de la politique de sécurité et selon les informations disponibles, un attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité pour bypasser des mécanismes de sécurité mis en place par le système sans que les modalités techniques précises de l'attaque ne soient rendues publiques. C'est le plus dur sur ce type d'avis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Soit on se dit, je ne réfléchis pas, je patch, bon c'est très bien, c'est rigolo 5 minutes, mais quand vous êtes sur des environnements de production, comment vous priorisez par rapport aux plus des 40 000 CVE? Donc il y a aussi les patchs de sécurité associés qui vont sortir dans l'année. Pour moi, c'est le vrai combat en 2026. Et quand on lit le bulletin jusqu'au bout, il n'y a aucun détail n'est fourni concernant le vecteur d'attaque, les prérequis d'exploitation ni l'impact opérationnel potentiel sur les systèmes affectés. Et l'avis ne mentionne non plus de score CVSS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de score CVSS. Vous arrivez devant vos équipes et vous dites, voilà, on a une alerte du CertFR, on a une alerte de l'éditeur, du constructeur, QNAP. Comment on le priorise dans notre batching? Parce qu'on n'attend pas qu'il y ait une alerte. Hein. On a quand même un lot du batch, etc. Pour moi, c'est le plus dur. Alors, on continue sur les vulnérabilités, celle de Splunk Enterprise. Et le CertFR a bien entendu publié un avis, le CertFR 2026 AVI 102. Je vous recommande fortement de les lire, c'est très complet, c'est actionnable, ça prend que quelques minutes. Et cette faille, elle est liée au bulletin de sécurité de Splunk, le SVD 2026-101, qui a été publié jeudi. Donc, quand on regarde bien la timeline, le jeudi, l'éditeur ou le constructeur envoie une alerte, le CertFR l'analyse, la qualifie, et à partir de là, elle met à disposition le 30, J+1. Quelque part, on est sur une veille qui est tout à fait activable, actionnable et surtout qui est... Alors, j'aime pas trop le terme gratuit parce que ça fait vraiment la personne qui va profiter, mais qui vous permet de ne pas rater, de faire la voiture balai. Il faut vraiment consulter les avis du CertFR, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça vous permet de voir si vous avez oublié quelque chose ou pas dans vos surfaces exposées et ça ne prend que quelques minutes. Vous pouvez faire ça quand vous allez chercher un café, quoi. Vous prenez un café, vous allez sur votre téléphone, vous regardez les avis du CertFR qui sont sortis et vous allez constater que la majorité des outils qui mettent en alerte, ce sont ceux qu'on utilise. Donc cette vulnérabilité sous Splunk, elle a une CVE, c'est la 2025 14847. Elle va affecter plusieurs branches majeures de Splunk Enterprise. Donc elle est version antérieure à la 10.03, la 9.4.8, les versions antérieures à la 9.3.9, ainsi que les versions antérieures à la 9.2.12. Ce qui est assez intéressant, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que les éditeurs ne fournissent de moins en moins de détails techniques publics sur la nature de la vulnérabilité. Bien entendu, si vous avez des contrats avec Splunk, vous aurez plus de détails. Mais le risque associé n'est pas spécifié et aucune information n'est communiquée. D'après l'avis du CertFR, des correctifs sont disponibles via les mises à jour publiées par Splunk. Le bulletin de sécurité, c'est le SVD 2026-101 qui constitue la référence officielle pour l'identification des versions corrigées. Selon un bulletin publié le 29 janvier par le TAG, le Threat Analysis Group de Google, de nombreuses opérations d'influence coordonnées ont été démantelées sur les plateformes du groupe, ainsi qu'au cours du quatrième trimestre 2025. Ces campagnes reposaient principalement sur des réseaux comme YouTube, des blogueurs sur blog, des ad accounts et des domaines diffusant des contenus politiques de manière coordonnée. En octobre 2025, Google indique avoir supprimé plusieurs milliers de chaînes YouTube liées à des opérations attribuées majoritairement à des acteurs russes. Les narratifs ciblaient notamment la Moldavie, l'Ukraine, l'Arménie, Israël, l'Union européenne et l'OTAN, avec des contenus diffusés en russe, roumain, anglais, français, allemand, espagnol et arabe. Certaines campagnes sont explicitement reliées à l'Internet Research Agency et à des cabinets de conseil russes. Parallèlement, des opérations distinctes ont été attribuées au Pakistan, à l'Indonésie, au Royaume-Uni, à Israël, à l'Azerbaïdjan, au Nigeria et à la République de Chine. Cette dernière étant associée à plusieurs réseaux de grande ampleur publiés en chinois et en anglais. En novembre, les démantèlements se poursuivent avec de nouvelles campagnes russes ciblant la Moldavie, l'Ukraine, Israël et l'OTAN, des opérations d'influence liées à l'Indonésie, au Bangladesh, à la Thaïlande, au Vietnam et à la République populaire de Chine sont également neutralisées, certaines impliquant des centaines de chaînes coordonnées. En décembre 2025, Google signale une intensification des campagnes russes, incluant le blocage de dizaines de domaines sur Google News et Discover. Des réseaux majeurs liés à la Russie, à la Chine, à l'Indonésie, au Pakistan et à l'Azerbaïdjan, ainsi qu'au Bangladesh sont démantelés
portant le total à plusieurs milliers de chaînes supprimées sur l'ensemble du trimestre. C'est passionnant. J'ai eu du mal à comment dirais-je, à vous faire un résumé. Ce qui est très intéressant de la part d'une entreprise comme Google, c'est qu'elle va diffuser un petit peu la fraude interne qu'elle voit. Alors la fraude, c'est pas la fraude financière comme on pourrait le voir dans des établissements financiers, c'est plutôt le détournement de ces plateformes pour faire soit des messages haineux, etc. Et on peut être surpris, mais quand on voit le nombre de centaines de millions de chaînes qu'il y a et qui sont capables d'aller scroller tout ça, non, c'est pas mal. Franchement, bravo. Alors toujours dans la galaxie de Google, selon un rapport publié le 31 janvier, donc hier samedi par Mendiant, une vague récente d'attaques de vol de données SaaS attribuées au groupe d'extorsion Shiny Hunter repose sur l'abus de mécanismes de SSO combinés à des campagnes de voice phishing ciblées. D'après Mendiant et Blipping Computer, les attaquants se font passer pour des équipes IT ou helpdesk et contactent directement des employés. Vous voyez, je vous l'avais dit, quand vous avez un scénario qui fonctionne, il va être utilisé, mais comment dirais-je, réutilisé, il va être utilisé au maximum. Il prétexte une mise à jour des paramètres MFA et redirige les victimes vers des sites de phishing imitant fidèlement les portails de connexion interne. Selon Okta, ces campagnes utilisent des phishing kits avancés, donc c'est des offres de phishing, vous trouvez ça, c'est comme des offres SaaS, et elles vont permettre des interactions en temps réel pendant l'appel. Les attaquants capturent les identifiants SSO et les codes MFA, vont déclencher des challenges légitimes et guident les victimes pour approuver des push notifications ou saisir des one-time passcodes. Et cette méthode permet l'authentification complète et l'enrôlement de nouveaux devices MFA contrôlés par les attaquants. Une fois l'accès obtenu, les acteurs malveillants exploitent les dashboards SSO d'Okta, Microsoft Entra ou Google pour accéder à l'ensemble des applications SaaS autorisées, notamment Salesforce, Microsoft 365, SharePoint, DocuSign, Slack, Atlassian, Dropbox et Google Drive. Pour les groupes orientés data theft ou extorsion, le SSO devient un point d'accès unique vers les données cloud. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Moi, j'entends encore des ciseaux qui me disent Marc, on met de la WMFA et ça va être génial. Ça va être le saint graal de la défense. Non, la WMFA, elle a des vulnérabilités, elle a des failles. C'est un composant qu'on doit mettre. Je suis tout à fait pour mettre de la WMFA partout. Mais c'est pas le bouclier magique, quoi. C'est pas le totem d'immunité, on n'est pas dans Koh-Lanta. Hein. Tu as juste un bouclier qui va tenir sur un type d'attaque. Mais là, ce qu'ils font, c'est assez génial. Ils vont faire du phishing, du phone phishing, qui marche hyper bien. Ils se font passer pour les équipes informatiques internes. Ça peut être aussi sur les faux conseillers, ce genre de choses. Et puis ça marche vraiment, c'est vraiment très, très bien fait. Alors, Mendiant a là-dessus cette activité sur plusieurs clusters, dont UNC 6661, donc c'est 6661, UNC 6671 et UNC 6240. Ce dernier correspond à Shiny Hunter. Les extorsions sont revendiquées par Shiny Hunter, tandis que certaines intrusions initiales sont attribuées à des affiliés distincts. En un mot, c'est des proxys, ou des revendeurs. Les analystes mettent en évidence des téléchargements massifs via PowerShell. On revient toujours à ces mêmes systèmes. Vous appelez, vous faites exécuter une commande légitime pour l'utilisateur, du PowerShell, comment dirais-je, ça passe tout seul, quoi. Des connexions SaaS depuis des IP issues de VPN commerciaux ou de residential proxy, ainsi que des tentatives d'effacement de traces, notamment via l'add-on Google Workspace, tout le Google Box Recall. C'est hyper intéressant, c'est un très bon document de Mendiant si vous avez la possibilité d'y avoir accès. Blipping a déjà fait une bonne partie du job. Ce que j'ai trouvé incroyablement bien documenté, c'est qu'ils sont en train il n'y a rien de nouveau dans cette analyse. On est vraiment sur des attaques, ce qu'on commence à dire classique, je trouve ça catastrophique de devoir dire ça, mais c'est des attaques qui marchent. Et elles ne vont pas s'arrêter. Vous aurez beau acheter des nouveaux outils, mettre des nouveaux prestataires de sécurité, etc. C'est mort. Le sujet, il est entre la chaise et le clavier, quoi. Selon une analyse publiée samedi 31 janvier par Arfang Lab, une campagne de cyberespionnage attribue à un acteur iranien aligné sur des intérêts étatiques cible des ONG, des organisations non gouvernementales et des individus impliqués dans la documentation des violations des droits humains. Cette activité, baptisée Red Kitten, a été observée en janvier 2026 et coïncide avec les troubles sociaux survenus en Iran depuis fin 2025. La chaîne d'infection débute avec une archive 7zip, qui contenant des fichiers Microsoft Excel, XLSM en farsi. Ce document prétend lister des manifestants décédés à Téhéran entre décembre 2025 et janvier 2026. L'analyse
révèle que les données sont fabriquées et que les fichiers embarquent des macros VBA malveillantes servant de dropper pour un implant en C# nommé Sloppy MIO, injecté via la technique du App Domain Manager Injection. Arcfang Lab souligne que le code VBA présente des caractéristiques suggérant une génération par LLM, notamment dans le style les noms de variables et les commentaires. Le malware utilisait GitHub comme Dead Drop Resolver pour récupérer des configurations hébergées sur Google Drive et s'appuie sur Telegram pour le fameux C2, le Command and Control. Alors moi, je me méfierais énormément. Quand on commence à faire du reverse là-dessus, c'est vrai que les attaquants, comme tout le monde, on va utiliser des LLM. Mais on peut utiliser des LLM aussi pour offusquer son code. C'est-à-dire que vous écrivez votre code tel que vous avez l'habitude, et puis vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus optimisé, etc. Et puis je voudrais que tu me le documentes parce que j'ai fait ça un petit peu en mode arrache. Et vous allez avoir un code qui va être refait, qui sera fonctionnel, qui correspondra à peu près à ce que vous avez fait, mais qui sera remis au standard du LLM par rapport à son référentiel, à son fameux dataset. Et là, vous allez pouvoir lui faire dire, écris-moi par exemple en farsi, là on parle de cas de l'Iran, mais on pourrait le faire en nord-coréen, etc. Et quand les équipes de réponse à incident vont faire le reverse, ils vont se dire, mais ça a été généré par une LLM, c'est des styles de noms de variables, etc., qui sont faits par les LLM, mais derrière, il y a quand même un gars qui a codé. Et pour revenir à Sloppy MIO, ça prend en charge plusieurs modules qui vont permettre l'exécution de commandes, l'exfiltration de fichiers, le déploiement de charges additionnelles et la persistance via des scheduled tasks, en mode écran. Les communications avec le C2 transitent par une API Telegram bot et l'attribution repose sur des artefacts en farsi. Les thématiques de l'heure et de similarité avec des campagnes iraniennes antérieures, notamment Tortoise Seychelles et Nemesis Kitten, vont dans le bon sens là. Et Arcfang Lab, qui est une super... Franchement, ils font pas de pub. Comme vous le savez, Radio C-Sort n'est pas financé par aucune société de cybersécurité. Mais c'est plutôt une très belle analyse. Et ils ont noté que l'usage d'infrastructures légitimes comme GitHub, Google Drive et Telegram complique le suivi tout en exposant des métadonnées exploitables. Non, c'est une belle analyse. À lire. Et voilà, cet épisode du dimanche 1er février se termine ici. J'espère qu'il vous apportera d'informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio C-Sort. Nous sommes disponibles sur les principales plateformes. Et d'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. consultez le site du CERT-FR si vous êtes francophone. C'est vraiment une dinguerie. Il y a un niveau d'information qu'on peut trouver sans payer une blinde auprès de certains fournisseurs. Je sais que certains vont faire un peu la tête, mais quand vous commencez à faire de la cyber, utilisez le CERT-FR. C'est pratique, c'est pragmatique et c'est au bon niveau. On se retrouvera vraiment demain, donc lundi, pour un nouvel épisode. Je vais quitter le Berry, je retourne en Île-de-France. Ouais, mais pour revenir très rapidement dans le Berry. Non, je vous cache pas que quand vous avez goûté la nourriture dans l'Inde, le resto c'était une dinguerie. Vous n'avez pas idée à quel point hier soir ça a été compliqué. Là, le retour, j'ai du mal. Il est pratiquement 14h. Je publie et j'ai un peu de bricolage à faire. Et une excellente nouvelle pour certains qui suivaient le sujet. On en avait parlé longuement l'année dernière. Il faut savoir que j'ai résolu mes fuites d'eau que j'avais au niveau de ma terrasse sous mon sous-sol. C'est fait, ça marche. Ça fait une semaine qu'il pleut, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est tombé plus d'eau que, je dirais, pendant le déluge de Noé. Et il n'y a pas une goutte, il n'y a pas une trace d'humidité. Bon, ça m'a coûté une blinde en produits étanches, rien à voir avec ce qu'on achète en grande surface. Je suis passé par un fournisseur de la RATP qui s'occupe de faire le cuvelage des stations de métro parisiennes qui passent sous la Seine. Bon, le truc, il doit être assez étanche parce que généralement, quand on prend le métro, on n'est pas en train de nager sous la Seine. Donc ça a très très bien fonctionné. Il n'y a aucune... J'avais eu peur qu'il y avait un peu de salpêtre qui pouvait se faire, etc. avec l'humidité, rien. Voilà, c'était la minute bricolage de Radio C-Sort. Ça fait déjà 20 minutes. Je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end. Profitez-en. Et à demain.